Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Journal des Jeunes du 10 février 2024. Il sera consacré dans son immense majorité à la mort de Robert Badinter. Salut Enzo. Salut Benoît, salut à tous. Quels sont les titres de cette édition ? Nous l'avons donc appris ce vendredi, la mort de Robert Badinter. Nous reviendrons sur le parcours hors du commun de ce ministre de la Justice qui est entré dans l'histoire. Nous dresserons son portrait. Nous reviendrons également sur la peine de mort qu'il a abolie en 1981. C'est d'ailleurs cette loi qui l'a rendue célèbre, nous en parlerons dans un instant. Autre loi que Robert Badinter a instauré, la fin de la discrimination dans l'âge de majorité sexuelle entre homosexuels et hétéros, à suivre. Notre invité aujourd'hui, nous recevrons le secrétaire de la section du Havre de la Ligue des droits de l'homme, René Bodino sera avec nous. Mais nous commençons ce journal avec l'actualité en bref et c'est Tom qui nous la présente aujourd'hui. Bonjour Tom. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Commençons par l'actualité en Israël. Benjamin Netanyahou, qui est le premier ministre israélien, réaffirme son refus du contrôle palestinien de Gaza à la suite des nouvelles frappes et avant une nouvelle offensive terrestre. Le premier ministre israélien a demandé sous la pression nationale l'évacuation de centaines des milliers de civils de Rafah. Le gouvernement Attal II est désormais connu avec peu de changements notables. Seule Amélie Oudéa-Castéra n'a pas survécu aux polémiques. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale est Nicole Belloubet. Amélie Oudéa-Castéra sera restée 28 jours à ce poste, mais elle conserve son portefeuille des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. La crise agricole maintenant et après les agriculteurs français autour des Espagnols, des opérations coup de poing ont eu lieu. Toutes les marchandises qui ne sont non espagnoles sont enlevées des camions puis non distribuées dans les magasins. Le roi du Royaume-Uni Charles III est atteint d'un cancer, mais Camilla, la reine consort, a demandé un communiqué qu'il avait totalement conscience des risques sur sa santé, mais que cela avait été pris en charge à temps. Robert Badinter est donc mort dans la nuit de jeudi à vendredi. Enzo, tu reviens pour nous sur le parcours de cette figure emblématique de la gauche française. Et Robert Badinter est né le 30 mars 1928 dans le 16e arrondissement de Paris. Son père, Samuel dit Simon Badinter, est né en 1895 et arrivé en France en 1919, issu d'une famille juive. Il est arrêté et déporté le 9 février 1943. Robert part alors à sa recherche à l'âge de 14 ans et manque de peu, lui aussi, d'être arrêté par la Gestapo. Simon meurt à Sobibor, ce qui a entre autres marqué Robert Badinter, qui vivra une grande partie de sa vie avec le manque d'amour paternel. À la suite de cela, Robert étudiera au lycée Vaugelas à Chambéry, en Savoie, de mars 1943 à août 1944, en utilisant des faux papiers portant le nom de Berthet. Robert Badinter effectue ses études supérieures aux facultés de lettres et de droit de l'Université de Paris, où il obtient une licence de lettres en 1948 et une licence de droit également la même année. Il bénéficie d'une bourse française pour finir sa formation aux États-Unis et obtient en 1949 la maîtrise en art de l'Université Columbia de New York. Revenu en France, il s'inscrit comme un avocat au barreau de Paris en 1951 et commence sa carrière comme collaborateur d'Henri Torres. Il obtient un doctorat en droit à la faculté de Paris en 1952. Parallèlement à sa carrière universitaire, il fonde en 1965 avec Jean-Denis Bredin le cabinet d'avocats Badinter, Bredin et Partenaires, où il exerce jusqu'à son entrée dans le gouvernement en 1981. Entre autres procès emblématiques, il défendra notamment Roger Bontemps, jugé pour le meurtre d'une infirmière et dont il ne parvient pas à sauver la tête. C'est le début de son combat contre la peine capitale, avec en point d'orgue le procès Patrick Henry. Sa carrière politique débute comme ministre de la Justice du 23 juin 1981 au 18 février 1986. À ce poste, il présente à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981, au nom du gouvernement de la République, le projet de loi abolissant la peine de mort. Il porte également des projets de loi issus des 110 propositions du candidat Mitterrand, comme la suppression des juridictions d'exception, comme la Cour de sûreté d'État et les tribunaux de forces armées en temps de paix, permettre à tout justiciable de porter un recours devant la Commission et la Cour européenne des droits de l'homme, le renforcement des libertés individuelles par la suppression de la disposition légale pénalisant les relations homosexuelles avec un mineur pour des âges où les relations hétérosexuelles étaient légales, l'amélioration du droit des victimes, notamment à travers la loi du 5 juillet 1985, création d'un régime spécial d'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation. Et enfin, le développement des peines non privatives de liberté par l'instauration des jours amendes et des travaux d'intérêt général pour les délits mineurs. Le 9 octobre 2021, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort sont célébrés avec un discours de Robert Badinter ainsi que du président Emmanuel Macron au Panthéon. Il s'éteint dans la nuit du 8 au 9 février 2024 à Paris. Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé qu'un hommage national lui sera rendu. La question de son entrée au Panthéon n'est pas exclue. En effet, plusieurs voix la réclament. Le grand combat de sa vie, on l'a dit, était l'abolition de la peine de mort. Benoît, tu reviens pour nous sur cette lutte acharnée de Robert Badinter. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bien sûr, ce n'est pas de moi, nous sommes le 17 septembre 1981, et ce jour-là, Robert Badinter, le garde des Sceaux, ou ministre de la Justice, vit sans doute un des plus grands moments de sa vie, l'aboutissement d'un combat pour ce militant abolitionniste acharné. Quelques années auparavant, il a défendu Roger Bontemps, tu l'as dit Enzo. Roger Bontemps avait été jugé complice du meurtre d'une infirmière dans une prison et pourtant condamné à mort au même titre que l'assassin. Badinter n'avait pas pu sauver sa tête. Il avait été exécuté le 27 novembre 1972 et Badinter avait écrit « Bontemps est mort. J'avais vu Bontemps aller à sa mort. J'avais vu mourir un homme que j'avais défendu. Plus jamais je ne pourrai faire quoi que ce soit pour le défendre encore. On ne plaide pas pour un mort. L'avocat d'un mort, c'est un homme qui se souvient, voilà tout. La guillotine rend tout dérisoire. Il n'y a pas de révision possible, pas de grâce possible, pas de libération possible pour le décapiter. Je ne pouvais plus rien pour Bontemps. C'était la vérité nue, la seule de cette nuit. Quel était donc le sens de tout ce qui s'était passé, de tout ce que nous avons fait ou voulu faire pour lui, nous et ses avocats? Cette nuit-là, je le savais maintenant, ne s'achèverait pas à l'aube. Quelques années plus tard, il est l'avocat star de Patrick Henry. L'affaire Patrick Henry a lieu à Troyes. Le 30 janvier 1976, cet homme enlève et tue Philippe Bertrand, un petit garçon de 7 ans. L'émotion populaire, voire la haine, est immense. Certains se souviennent peut-être du « La France a peur » de Roger Giquel, le présentateur du journal de TF1. Badinter est l'avocat de Patrick Henry avec un autre, Robert Boquillon, qui l'a appelé à l'aide. Et sa plaidoirie est toute droit tournée vers l'abolition de la peine de mort. Et elle fera date en évoquant le bruit que fait la lame qui coupe un homme vivant en deux et en disant aux jurés « Si vous décidez de tuer Patrick Henry, c'est chacun de vous que je verrai au petit matin à l'aube et je me dirai que c'est vous et vous seul qui avez décidé. » Patrick Henry sauvera sa tête. Il en sauvera d'autres. Michel Baudin, Mohamed Yahaoui, Michel Rousseau, Jean Porté, Norbert Garceau. Alors forcément, en 1981, l'émotion pour Badinter est immense. Jusque-là, il a tenu bon, malgré une majorité de Français encore favorables à cette peine. Et il a travaillé au corps le candidat Mitterrand pour qu'il inscrive l'abolition de la peine de mort dans son programme. Il faut dire que le courant monte, car Amnesty a obtenu le prix Nobel de la paix pour son combat pour l'abolition universelle. Et en janvier 1978, c'est l'Église catholique française qui rejoint les idées abolitionnistes. Le 18 septembre, l'Assemblée nationale vote la fin de la peine de mort par 363 voix contre 117, avec le soutien même de personnalités de droite comme Jacques Chirac, François Fillon ou Jacques Toubon. Merci Benoît. On continue avec toi Mélanie, tu reviens sur cet autre combat juridique que Robert Badinter a mené en faveur des personnes homosexuelles. Retour en arrière, nous sommes en 1982. La majorité sexuelle pour les homosexuels était de 21 ans contre 15 ans pour les hétérosexuels. Ces années-là étaient les années clandestines. Robert Badinter a combattu contre cette injustice et sous l'impulsion du président François Mitterrand, cette loi a pu être abolie le 4 août 1982. Elle visait à remettre au même niveau les âges pour les relations homosexuelles et hétérosexuelles. Il a pu dire devant l'Assemblée nationale « Il n'est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels ». De ce fait, Robert Badinter a supprimé ainsi une disposition héritée du régime de Vichy. Monsieur Badinter a aussi décidé d'améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Cette loi a été mise en place le 5 juillet 1985. Nous retournons dans le présent. Grâce à ce grand monsieur, début mars, l'Assemblée examinera une loi mémoriale déjà adoptée au Sénat le 22 novembre 2023, visant à offrir
réparation aux personnes condamnées pour l'homosexualité entre 1945 et 1982. Nous avons perdu un grand homme de la République française. Merci Mélanie. On passe à l'interview des jeunes que nous avons voulu sous forme de débat avec nos jeunes usagers de la MJC. Donc on accueille David. Bonjour David. Bonjour Enzo. Mais nous avons aussi le secrétaire de la section du Havre de la Ligue des droits de l'homme, René Bodino. Bonjour. Bonjour. Pour vous, qu'est-ce qui reste de l'esprit de Robert Badinter aujourd'hui ? La devise de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. C'est tout le combat de sa vie. Vous l'avez rencontré ? Non, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai que lu ses textes et je n'ai que vu ses interventions au comité central, quand le comité central de la Ligue des droits de l'homme, quand il était élu. Il venait parler de quoi ? Il parlait de tout, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que Robert Badinter était engagé politiquement aussi. C'est-à-dire que c'était un homme qui défendait le droit, mais aussi il défendait ses idées politiques sur la place publique. Tout le monde sait qu'il a été ministre de Mitterrand et qu'il a eu beaucoup d'interventions internationales. Au niveau international, il est à l'origine de la Cour internationale de justice, la CPI. Pensez-vous qu'il faudrait le faire entrer au Panthéon, comme certains le demandent ? Oui, mais c'est un symbole. Et puis, ça dépend des époques. Ça dépend des époques, la symbolique. Donc, le Panthéon, c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, les jeunes, le Panthéon ? Mélanie, peut-être ? On va dire que c'est quand même un symbole de la République. Il y a beaucoup de personnes qui sont représentées là-bas et qui ont marqué, entre guillemets, l'histoire. Et pour moi, il en fait totalement sa place et il mériterait d'être au Panthéon, ça c'est sûr. David, peut-être ? Pour moi, il y a sa place parce que c'est un grand symbole de la République française et il y a sa place comme tous les autres symboles, pas seulement de la République, mais en général, les symboles qui y reposent, il y a totalement sa place. Je crois que la question de René, c'était qu'est-ce que c'est pour vous le Panthéon ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le Panthéon ? Alors, pour moi, c'est un peu ce que Mélanie disait tout à l'heure. C'est là où les grands hommes qui ont fait avancer les choses en France sont pour qu'on ne les oublie pas. Voilà. Ils sont récompensés, entre guillemets. Il y avait, à l'époque où il a fait abolir la peine de mort, il y avait encore une majorité de Français qui étaient pour cette peine. Je pense que ce qui le caractérise aussi, c'est qu'il a toujours su rester courageux quand à peu près tout le monde a été contre lui. Je veux dire, il recevait des cartouches à son cabinet, il recevait des petites boîtes de cercueil. Il a quand même mené un combat qu'on pourrait penser solitaire pendant longtemps. Alors, le combat contre la peine de mort, il n'est pas solitaire, parce qu'il a commencé très très tôt, en fait. Le combat contre la peine de mort, il commence avant même l'existence de la République française. On va employer Voltaire et ainsi de suite. On peut parler de grands noms de la littérature française qui ont écrit sur la peine de mort. Victor Hugo aussi. Le combat de la peine de mort, c'est le combat contre le fait qu'on délègue à un bourreau le droit de tuer, que la société délègue à un bourreau le droit de tuer au nom de la société. Pourquoi déléguer à une personne le droit de tuer de quelqu'un et de tuer légalement ? Alors ça renvoie à plein d'autres choses, le droit sur la peine de mort. Ça renvoie même à la guerre, à plein de choses sur la mort des gens, et à la vengeance, et ainsi de suite. Donc c'est compliqué, le combat pour la peine de mort. Oui, justement, je revenais sur la peine de mort. Vous pensez que si Robert Badinter ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait ? J'en sais rien, je pense que oui. Parce que de toute façon, dans tous les phénomènes sociaux, en général, ce que ne fait pas quelqu'un à un moment, quelqu'un d'autre peut le faire à un autre, mais ça aurait peut-être demandé 50 ans ou 100 ans, j'en sais rien. Autour de la peine de mort, il y a encore beaucoup d'interrogations. Sa question ressurgit régulièrement au fur et à mesure qu'il peut y avoir de l'émotion suite à un fait divers. Moi, ce que je voulais savoir, il y a encore 53 pays qui pratiquent la peine de mort dans le monde. Pour vous, il en est où ce combat aujourd'hui ?
Est-ce qu'il est encore difficile à gagner? Est-ce qu'il est en passe d'être gagné? Est-ce qu'on peut le gagner? Il n'est pas fini. En ce moment, il y a une exposition au Havre, à la Maison des syndicats, qui est faite par l'association, d'ailleurs, par les membres de l'association du Havre pour l'abolition de la peine de mort, dont Robert Badinter était président d'honneur jusqu'à hier. Et c'est une exposition qui parle de tous les problèmes sur la peine de mort, avec des illustrations aussi. Et puis la peine de mort, il y a 53 pays qui la pratiquent. Il y a des grands pays, il y a des petits pays. C'est la Chine, l'Iran, pour parler des grands, l'Arabie saoudite pour un plus petit. Les États-Unis. Et les États-Unis, et puis les États-Unis, ça dépend des États aussi. Après, c'est compliqué de parler des États-Unis, toujours, pour nous, Français, qui ne sommes pas du tout fédéralistes. Moi, j'aurais voulu éventuellement faire un petit tour de table pour avoir l'avis des jeunes là, sur cette question de la peine de mort. Vous voyez ça comment? Vous en pensez quoi? Peut-être commencer par David. La peine de mort, c'est une erreur de faire ça parce qu'on ôte la vie à quelqu'un, des fois accusateur ou même innocent, et on n'a pas le temps de prouver son innocence avant qu'il soit mort. Des fois, l'innocence elle peut être prouvée après sa mort. Donc, c'est une grosse erreur que la peine de mort ait existé. Et le fait qu'elle ait été abolie par Badinter, c'est une bonne chose. En soi, les choses avancent et ça, c'est bien. Moi, je pense que, en fait, j'ai plutôt un avis mitigé. La peine de mort, c'est quelque chose de fort parce que c'est pas rien quand même. On tue des gens. L'abolir, en fait, était une bonne chose. On peut pas tuer des gens, comme le disait David tout à l'heure, peut-être des gens innocents qui étaient tués, mais d'un autre côté, on tuait ceux qui tuaient des gens, les criminels, quoi. Donc, ça a montré aussi, si vous commettez par exemple ces meurtres-là, vous finirez comme cette personne-là. L'abolition de la peine de mort en soi, elle est bonne, parce que concrètement, on n'a pas à juger si on doit ôter la vie d'une personne ou pas. Après, dans un sens, je te rejoins pas totalement, Enzo, sur ce que tu peux dire. Une personne ne doit pas juger si on doit te ôter la vie. Pour moi, la meilleure des choses, entre guillemets, la meilleure des punitions, c'est de voir ta vie se détruire en face de toi, entre guillemets. C'est pas en tuant quelqu'un que tu vas te rendre compte de l'erreur que tu as pu commettre, en fait. Fini le tour de table avec Tom. Je suis pour la peine de mort, mais plus ou moins parce que comme ça peut faire réfléchir les gens de leur acte qu'ils auront commis. Par exemple, pour les violences conjugales qui se produit beaucoup en ce moment. La peine de mort, c'est l'irréversibilité. C'est le manque d'humanité. C'est de penser qu'un homme ou une femme ne peut pas changer. Il faut que vous pensiez que si on tue quelqu'un, en fait, et d'ailleurs dans les citations de Robert Badinter qu'il y a là, il y a des où il dit que c'est irréversible et c'est ce qu'il regrette le plus dans les gens qui ont été exécutés. Parce qu'il faut vous dire que les avocats, ils assistaient obligatoirement à l'exécution de leurs clients. Donc ils connaissaient d'autant mieux le bruit de la lame quand Oui, il en parlait. Et ils en parlent parce qu'ils le connaissent. Il faut vous dire aussi que les exécutions, jusque dans les années un peu après 1900, elles étaient publiques. Elles étaient publiques même beaucoup plus tard. Et moi, je ferai référence à un auteur que vous n'avez pas cité, qui s'appelle Albert Camus, qui parle d'une exécution publique à Alger, à laquelle il a assisté, et qui a écrit un texte qui est magnifique, au sens terrible, sur ce qu'on ressent quand on voit tuer quelqu'un, et en public, quand on voit aussi la jubilation de la foule par rapport à une exécution publique. Du reste, cette passion, on avait pu la voir aussi pendant le procès de Patrick Henry, puisque la foule était quasiment autour du tribunal. J'écoutais des archivières qui disaient la foule était quasiment autour du tribunal en disant donnez-nous les avocats, donnez-nous les avocats. Il y avait quelque chose de... Oui, alors il y a une chose qui est terrible dans l'histoire de Badinter, justement, qui est bien dite, c'est que en fait, l'avocat est confondu avec la personne qu'il défend aussi. C'est-à-dire qu'on lui attribue, alors qu'il a le rôle de défendre quelqu'un de manière
inconditionnel, quelle que soit son opinion, l'avocat doit défendre son client. Et donc, comme il est amené à dire des choses qui, peut-être il ne pense pas, on le prend pour quelqu'un comme un acteur. Vous savez que ça arrivait autrefois que les acteurs soient lynchés à la fin d'une pièce parce qu'ils avaient joué le diable. Et c'est différent. Donc moi, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que l'exemplarité, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que vous disiez, vous prenez votre expérience d'écolier, de collégien, de lycéen. C'est pas parce que un prof multiplie le nombre d'exemples que vous allez comprendre. En fait, à un moment, il faut que l'image vous parle. Il faut qu'il parle le même langage que vous. Donc l'exemplarité, c'est en fait imposer à quelqu'un l'idée que en fait, personne n'est rachetable. J'aimerais ajouter encore autre chose sur la peine de mort. Au Havre, il y a eu quelqu'un de condamné à mort alors qu'il n'avait même pas assisté au crime dont il était accusé de complicité. Il n'était même pas là. Il s'appelle Jules Durand. Il a été condamné à mort, il est mort fou. C'était un adhérent de la Ligue des droits de l'homme. Mais il était responsable du syndicat des dockers. Et c'est pour ça qu'il avait été condamné à mort. C'est pour ça, revenir sur l'histoire de Robert Badinter, c'est dire que les petites choses qu'il a fait à côté, que vous avez citées, l'abolition de la Cour de sûreté de l'État, comment vous expliquer ? La Cour de sûreté de l'État, c'est un lieu où on pouvait condamner à mort quelqu'un qui n'avait pas les mêmes opinions que vous, qui défendait, par exemple, une cause. De la même manière, la Cour de sûreté de l'État, elle avait condamné des résistants pendant la guerre, qui avaient tué personne, qui se contentaient simplement de faire des tracts et de les distribuer. Les tribunaux militaires, c'était une juridiction d'exception, c'est-à-dire qu'on pouvait juger un militaire et à huis clos, c'est-à-dire que l'avocat du soldat était aussi un militaire, c'était pas un avocat choisi. Donc il faut bien comprendre que la justice a évolué par l'intervention de Robert Badinter. Justement, aux jeunes autour de la table, sur cette question de l'irréversibilité des choses une fois une personne condamnée, tu en avais parlé un petit peu aussi, David, avec le fait de revenir éventuellement de prouver l'innocence plus tard. Je ne sais pas, par exemple, Enzo, Tom, qu'est-ce que vous en pensez sur le fait que si une personne est condamnée, on peut pas revenir en arrière vu qu'elle a été condamnée à mort? Moi, je pense que, par exemple, si on s'est trompé, c'est déjà une vie de perdue. Et puis, on ne pourra pas redonner la liberté à quelqu'un qui, par exemple, qui n'avait rien fait. En fait, moi, je pense qu'il aurait fallu faire pendant... Alors, je dis pas qu'il faudrait la remettre. C'est pas du tout ce que je dis, mais en fait, il aurait fallu faire plus de vérification avant de condamner une personne à mort, être bien sûr que c'est cette personne qui a commis le crime ou je ne sais quelle autre chose qui aurait pu faire qu'il soit condamné. Qui sera chargé de vérifier ? La police judiciaire. Mais qui commande à la police ? C'est aussi un problème politique, le problème de la peine de mort. C'est celui qui a le pouvoir qui la décide, en fait. Ça laisse aucune chance à ceux qui sont en minorité ou qui n'ont pas le pouvoir. Alors, il ne s'agit pas de transformer un criminel en victime, mais il s'agit de bien montrer que la peine, ce n'est pas une punition. C'est difficile à expliquer, mais la peine, ce n'est pas une punition. Une peine, c'est considéré comme un rachat, théoriquement. C'est-à-dire qu'on donne à la personne la chance de pouvoir changer. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport au fait que les gens, la personne qui exécute ou les gens qui voyaient ces exécutions, je pense qu'ils sont devenus peut-être pires que le meurtrier ou que l'exécuté en question, dans le sens où ils voyaient ça, ils y assistaient, et pour une bonne partie, ils en étaient contents. Bon, peut-être pas contents, mais je pense que vous m'avez compris.
Et je pense que ces personnes-là sont pour la plupart devenues pires que les exécutés, car disons, participent à ce meurtre et dans ce sens-là, la société n'a pas spécialement évolué, vu que avant l'abolition de la peine de mort, ils n'avaient pas vraiment évolué parce que ils assistaient, ils ont été limite fiers que cette personne soit exécutée. Donc la société a régressé dans ce sens-là et a pas beaucoup changé à notre époque, dans le sens où si ça devait revenir, sans vouloir que ça revienne bien sûr, c'est que si ça devait revenir, ils en seraient pas spécialement mécontents pour la plupart, comme à l'époque. En fait, tu veux dire que finalement, tu penses qu'il y en a qui souhaitent aujourd'hui le retour de cette peine-là, c'est ça, et qui en seraient contents? Ouais, c'est ce que je dis, parce que il y a ceux qui pensent que les sanctions en France, comme partout ailleurs, ne sont pas assez lourdes. Ces gens-là pourraient trouver cette solution plus efficace pour dissuader certains criminels ou meurtriers. Moi, je reviens sur ce que tu viens de dire sur le retour de la peine de mort, que certains souhaitent le retour de la peine de mort. On en parlait aussi tout à l'heure. Il n'y a pas... avec la peine de mort et sans la peine de mort, il n'y a pas de grand changement. C'est-à-dire si quand il y avait la peine de mort, il n'y en avait pas moins. Ça les dissuadait pas autant que ça, en fait. Oui, c'est un très bon exemple. C'est un très très bon exemple parce que il y a eu une époque où les pickpockets ont été condamnés à mort. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient pris la main dans le sac quand on est en train de voler dans une foule, on les condamnait à mort. C'était quasiment automatique, parce qu'il y a aussi le débat sur l'automatisme des peines. C'est pour ça qu'il y a des jurés en France, qu'il y a des jurys. C'est pour que les gens débattent avant de condamner quelqu'un. C'est pour qu'on ait un peu un avis, que les différents avis s'expriment. Eh bien, pendant les exécutions publiques, il n'y a jamais eu tant d'actions de pickpocket. La preuve que l'exemplarité et la dissuasion d'une peine, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le deuxième combat de Robert Badinter, la réinsertion des prisonniers et le droit des victimes. C'est-à-dire que tout va ensemble. Tout va ensemble. L'agresseur doit être condamné, mais la victime doit être prise en considération et en quelque sorte indemnisée. Alors bon, évidemment, après on rentre dans des histoires d'argent comme aux États-Unis, mais c'est quand même important que les victimes soient réhabilitées. Badinter, il a eu une parole terrible à propos d'une histoire d'agression sexuelle. Il a dit attention, il faut pas que la parole de la victime prime sur celui qui est accusé. C'est important en combat pour les droits de l'homme de dire que la victime et l'agresseur sont deux personnes humaines, deux individus dont la société doit s'occuper des droits et voir ce qu'ils ont comme droits. Il faut qu'on évite absolument les jugements moraux. Alors, c'est impossible. C'est une mission impossible parce c'est impossible. Mais il faut se méfier de sa moralité. Il faut s'en méfier parce que la moralité, elle est souvent liée à une société. C'est pas quelque chose qui est supérieur. Merci David. Avec plaisir. Merci Tom, merci Mélanie. Merci. De rien. Merci Enzo, merci Monsieur Bodino. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Merci. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. Le journal des jeunes, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Belle semaine à tous.